pour répondre à toutes vos attentes. J'espère. Merci. Donc, comme l'a dit Céline, je suis côté à l'OH. Je suis les conseils à la CPS. Les professionnels de vous. Aujourd'hui, cette thématique, la prise en charge de la CPS, elle fait suite à des rencontres avec Marie-Christine Sirou, la présidente des Amazones, qu'on a rencontrée à plusieurs reprises. Dans le cadre, on voulait parler de la rencontre sur la mer. Et là, la soirée va venir sur les démarches pour la prise en charge CPS du cancer du sein, parce que c'était notre préoccupation première. Mais les informations qu'on va vous donner concernent tous les cancers. Donc, il va y avoir un déroulé sur la longue maladie, l'arrêt de travail, les EVASAN. On va faire des généralités, des définitions. Donc, est-ce que c'est la longue maladie? Les taux de prise en charge, parce que ce sont des questions qui sont importantes pour les patients. Les EVASAN, qu'est-ce que c'est une EVASAN? Dans quelles conditions on peut prendre pris en charge un EVASAN? L'arrêt de travail, le taux de prise en charge pour les indemnités journalières. On a repris les questionnaires que nous a envoyés Marie-Christine, où certaines de vous ont répondu à des questions posées par Marie-Christine. Donc, ça, c'est dans le PowerPoint. Et à la fin, vous aurez aussi un temps pour poser des questions personnelles ou d'ordre général. Donc, c'est le sommaire, au début. Le parcours de soins, longue maladie, arrêt de travail, EVASAN, les contacts importants et les questions. Donc, avant de commencer, évoquer l'ALM, l'arrêt de travail, etc., je vais quand même faire un petit point sur la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française, donc la CPS. Vous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est la CPS. La CPS, elle se conduit comme un assureur. C'est un assureur solidaire. C'est la solidarité qui permet à la caisse, c'est-à-dire vos cotisations à tous, qui permet à la caisse de vous assurer pour des risques et de protéger des risques maladie, avec indemnisé pour les traitements, l'hospitalisation, l'arrêt de travail, le risque professionnel pour des accidents de travail, les maladies professionnelles, pour le risque vieillesse en versant à chacun une pension de retraite, le risque famille via les allocations familiales et le risque maternité pour les soins en maternité. La définition de la longue maladie, comme elle est notée là, c'est une affection dont la gravité et le caractère chronique nécessite un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse. Ça, c'est la définition générale de la longue maladie. Il faut savoir que la longue maladie, il y a une liste de 30 maladies qui entrent dans ce cadre. Alors, le parcours de la longue maladie, étape par étape, ça commence bien sûr par votre médecin traitant ou médecin référent, qui fait la demande de longue maladie. Elle arrive à la CPS au contrôle médical. Le médecin conseil, il analyse votre demande. S'il est au fait, vous bénéficiez d'un carnet de soins de longue maladie appelé carnet rouge, communément. Et puis, à ce moment-là, la CPS, elle continue à vous suivre pour toutes vos parcours de santé. On va prendre point par point. Donc, la première étape, votre médecin traitant fait la demande, le carnet rouge, il fait le diagnostic et il transmet vers l'IMA, qui est le e-service de la CPS, un service dématérialisé. Il transmet le protocole de soins, en fait, qu'il doit remplir, l'ensemble du protocole de soins. C'est un papier formulaire CPS, qu'ils connaissent tous, avec le résultat d'anatomopathologie, contrôle médical. L'anatomopathologie, c'est le résultat de la biopsie pour le cancer. C'est le diagnostic du cancer. Donc, tout ça, c'est transmis à la CPS pour la vie. Étape 2. Donc, l'étape 2, ça arrive au contrôle médical. Et le contrôle médical, le médecin conseil, va analyser le protocole de soins, c'est-à-dire que le protocole de soins, il est rempli par votre médecin traitant et il doit être complet. C'est avec ces informations-là qu'on fait l'analyse, en fait, de savoir si on peut avoir la longue maladie ou pas. Et donc, il transmet le protocole. Quand tout ça est complet et que les critères ils sont dedans, à ce moment-là, vous avez un accord pour 5 ans, d'accord pour le cancer. Donc là, vous allez avoir le carnet rouge. Le carnet rouge, c'est important.
Il est remis par contre à votre médecin référent. Il y a des assurés qui vont le faire eux-mêmes. Généralement, on l'envoie avec la notification de l'accord au médecin référent. Il doit être signé par le bénéficiaire et il doit être complété à chaque consultation. Il sert à quoi? C'est un élément de liaison, en fait, ce carnet rouge. Il permet à vos médecins, parce que vous avez l'oncologue, mais vous avez d'autres spécialistes, et ils savent le parcours que vous avez eu, la pathologie, ce qui a déjà été fait. Ça évite de refaire des examens. Ça évite, et ça permet aux gens de savoir exactement, aux professionnels qui vont prendre en charge, de s'assurer que tout a été bien réalisé. Bien sûr, avec ce carnet rouge, vous devez suivre les traitements et les recommandations qui ont été faites par votre médecin et les contrôles qui sont demandés par la CTS. Vous vous êtes engagé en signant le carnet rouge. C'est même au-delà de la signature. Le moment où vous remettez le carnet rouge, c'est que vous acceptez de suivre les traitements. Donc là, avec le carnet rouge, vous pouvez avoir prise en charge de l'arrêt de travail, d'hospitalisation, des traitements, la reconstruction mammaire, des prothèses capillaires, tout ce qui est en lien avec votre maladie. Donc, le focus sur la longue maladie, ça va être des chiffres un peu plus précis pour vous donner comment dire, combien il y a de personnes en longue maladie, qu'est-ce que ça coûte. Donc les chiffres, c'est en 2022, une personne sur 6 en Polynésie française est en longue maladie, 17,5% de la population, relativement important. Et ça, en 2022, ça a coûté 42 milliards de francs pacifiques. C'est-à-dire, c'est surtout, au-delà du chiffre de 42 milliards, ça correspond à 70% des dépenses globales de l'assurance maladie. On va parler de taux de prise en charge. Ce qui vous concerne, parce que vous m'avez posé des questions quand je suis arrivée là-dessus. Donc, ce qui est pris en charge à 100% dans le cadre de votre maladie, c'est-à-dire ce qui est en lien avec votre maladie, les médicaments, l'hospitalisation, les actes infirmiers, les kinés, la biologie, tout ce qui est en rapport avec votre maladie est pris en charge à 100% en tiers payant. Le tiers payant, ça veut dire que vous ne faites pas l'avance des frais. C'est la CPS qui paye directement le professionnel. Donc, vous n'avez qu'à présenter votre carnet. Il n'est pas pris en charge à 100%. Donc, c'est les consultations et les visites qui sont pris en charge à 95% pour les soins liés à votre maladie. Pour le reste des soins, les consultations qui sont en lien avec votre maladie, les traitements, les examens que vous avez à faire sont pris en charge à 70%. Et il n'y a pas le tiers payant. Vous devez faire l'avance ou vous faites rembourser après avec la feuille de soins. Et 30%, c'est l'homéopathie, c'est anecdotique. Ce qu'il faut juste comprendre, ce que je disais tout à l'heure à certaines besoins, c'est ce qu'on a entendu beaucoup, c'est que si je n'ai pas le carnet rouge, je ne suis pas pris en charge par la CPS. Ce n'est pas vrai. Vous êtes pris en charge à 70%, 100% pour l'hospitalisation. Vous avez tout ce qui est fait en hospitalisation, 100%. Et le reste, c'est à 70%. Vous verrez la slide après, c'est différent dans certains endroits. Donc, je vous ai mis une petite slide sur le taux de prise en charge en métropole pour prendre conscience que la CPS, c'est une grande chance pour vous, même si on a des mécontents. Hein. Aujourd'hui, c'est l'organisme social qui prend en charge, qui a des taux de prise en charge les plus importants. Même par rapport à la métropole, parce qu'on va comparer ces taux graves. Ici, vous avez 70% pour les médicaments. En métropole, c'est 65%. Avec une petite particularité, c'est qu'en métropole, il y a ce qu'on appelle des franchises. Les franchises ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. La franchise, vous avez 1 € par boîte de médicaments. Donc, tu vas chercher une boîte de Doliprane, 1 €. Personne ne la paye, ce 1 €. Pour les actes paramédicaux, les échographies, 1 € par acte. Et pour les transports sanitaires, c'est-à-dire quand vous allez à la chimio, vous avez une ambulance, un transport qui vous emmène, 4 € par transport. Voilà pourquoi en métropole, il y a des gens qui prennent des mutuelles. Bon, il n'y a pas des passages, hein. Et quand on est hospitalisé, les soins sont pris en charge à 100%.
Par contre, il y a un petit supplément qui s'appelle le forfait hospitalier, participation financière des assurés à leur prise en charge hospitalière, qui est de l'ordre de 23 à 25 euros, et ça a augmenté depuis cette année, par jour d'hospitalisation, qui n'est pas pris en charge par les caisses. Ça fait à peu près 3 000 francs par jour, qui est hospitalisé un mois. Et les indemnités journalières en métropole, elles sont prises en charge de 50% du salaire journalier de base par les caisses, dans la limite de 3 000 euros. Donc, 3 000 euros, ça fait 357 000. Juste pour faire une comparaison. Maintenant, on passe à l'arrêt de travail, un petit focus avec une présentation d'un nouvel élément à la CPS et sous les assurés de la CPS, la dématérialisation de l'arrêt de travail via l'application Atourou. Vous en avez tous entendu parler? Slide suivante. Alors, l'objectif, c'était la dématérialisation de l'arrêt de travail. La dématérialisation, c'est-à-dire que vous allez chez votre médecin, sur l'ordinateur, il a son espace professionnel, il saisit les dates, enfin, votre nom, votre DL, etc. Il saisit pourquoi vous êtes arrêté, les dates, et il envoie à la CPS un lien direct informatique. C'est l'espace RIMA, qui est le e-service de la CPS. Et quand il arrive, il va arriver sur votre application. Bien sûr, il faut que vous ayez un smartphone et que vous ayez téléchargé 2 applications, Tatou et Atourou. Tatou, c'est pour toutes les informations personnelles que vous avez, et Atourou. Si vous téléchargez Atourou, dans tous les cas, il va vous demander de vous inscrire aussi sur Tatou. Donc, quand le médecin il a saisi les éléments, ça va à la CPS et ça revient jusqu'à votre portable. Et vous devez donner votre accord pour que ce soit transmis. Pourquoi ça a été mis en place? Parce que depuis le début de l'année 2024, la réglementation prévoit un délai de 48 heures pour transmettre son arrêt de travail à la CPS et à l'employeur. Alors, assurez-vous, il y a encore quelques mois où vous avez le droit d'attendre plus de 48 heures. 2025, ça va être plus d'exception. Voilà. La suivante. Alors, l'arrêt de travail, ça vous donne le droit à bénéficier de ce qu'on appelle des indemnités journalières. Les indemnités journalières, c'est un revenu de remplacement. Et compense la perte de salaire, ce n'est pas le salaire. Donc, comme vous l'avez vu en métropole, c'est 50% de votre salaire. À la CPS vous indemnise sur 75% de votre salaire. Et sur un autre taux. Comment ça marche? Du 1er au 3e jour, c'est votre employeur qui paye l'intégralité de votre salaire. À partir du 4e au 30e jour d'arrêt de travail, il avance les indemnités journalières et sur cette période, il se fait rembourser par la CPS. Donc en fait, à partir du 4e jour, c'est la CPS qui paye. Il faut savoir, et à partir du 31e jour, c'est la CPS qui prend le relais. Ça, c'est pour la majorité des salariés. Il faut savoir que dans certaines conventions collectives, l'employeur fait l'avance sur 3 ou 6 mois. Et après, il se remboursé par la CPS. Donc, ça va dépendre de votre convention collective. Mais bien sûr, du moment où la CPS doit prendre le relais, votre employeur il doit envoyer des documents à la CPS pour qu'elle justement elle sache combien il vous paye pour prendre le relais. Je vais vous les obligations d'assurer pour l'arrêt de travail. Donc, respecter le retour du traitement prescrit, c'est comme pour l'élève. De respecter les sorties autorisées. S'il y a des horaires, vous devez les respecter. Les périodes où vous n'êtes pas contraint de rester à la maison, c'est les périodes où vous devez surprendre les rendez-vous. S'il y a des contraintes, bien sûr, s'adapter. Vous devez quand même respecter ces sorties autorisées et vous soumettre au contrôle de la CPS et de l'arrêt de travail.
Un petit focus sur les sorties libres. En fait, le libre, c'est pas libre de tout faire, n'importe quoi. Non. C'est juste l'exemption de contraintes d'horaire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas contraint par les horaires obligatoires de présence à la maison. Si vous quittez l'île de résidence ou le territoire polynésien, tout à l'heure métropole, je ne sais pas où, vous devez avoir demandé et obtenu l'accord de la caisse. C'est un accord qui se fait au contrôle médical et c'est un accord écrit. C'est un contrôle et vous n'êtes pas présent sur le territoire, forcément, une suspension. Là, on a parlé d'arrêt de travail. Là, on va parler de l'éventuelle reprise. Donc, la reprise, elle peut se faire à temps partiel thérapeutique. Quand votre état, bien sûr, le permet. Donc, si votre état il vous permet de reprendre à temps partiel, c'est-à-dire à mi-temps, vous devez avoir l'accord de votre compagnon. En fait, c'est une prescription médicale. Indemnisé par la caisse, c'est un arrêt de travail. Donc, vous devez, avec le papier que vous attestez de ça, venir vous employeur et avoir l'accord de l'employeur. Il n'y a pas l'accord de l'employeur, il n'y a pas de temps. Et l'aménagement vers les contraintes que vous ne pouvez pas faire liées à votre état de santé, ça se fait entre le médecin du travail et l'employeur. On a mis une petite phrase supplémentaire pour les professions indépendantes, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'indemnisation temps partiel thérapeutique. Je ne vais pas trop vite. Après, il y a aussi, pendant votre arrêt de travail, votre médecin il peut faire une demande qu'on appelle de visite de pré-reprise médecin du travail. Elle est à l'initiative du médecin traitant ou du médecin conseil. Elle a pour but d'anticiper en fait les difficultés à la reprise. Elle est confidentielle par rapport au employeur et c'est le temps où vous avez en fait, c'est votre médecin qui fait un courrier pour le médecin du travail, il vous donne un rendez-vous. La moyenne en général de rendez-vous, c'est 3 semaines. C'est pas la veille pour le lendemain. Ça se prépare. Et c'est là, en fait, le médecin du travail, il va dire peut-être que quand tu vas reprendre, tu ne pourras pas porter ça, tu pourras pas ça. Et il ne saura que quand vous décrirez dans quel état vous êtes. La fatigue. D'accord. Et à ce moment-là, c'est qui prend le rendez-vous? C'est l'employeur ou c'est... Non, ce n'est pas l'employeur. C'est le médecin du travail, c'est le médecin traitant ou le médecin conseil qui te dit, qui envoie un mail en fait au médecin du travail, qui dit ça serait bien. Il est au courant que c'est le service de médecine du travail qui appelle l'assuré, enfin vous, pour dire voilà, tu vas avoir une visite de pré-reprise à telle date. Ce n'est pas l'employeur. L'employeur, c'est pour la visite de reprise. Moi, quand j'ai vécu à Précis, en septembre, c'est quand il est me rendez-vous. Et tu l'as donné? Oui. Ils ne sont pas dans l'obligation de le donner si c'est toi qui fais la demande, contrairement à un médecin, en fait. J'ai fait la demande, ils ont appelé mon emploi, je voulais fixer donc j'ai obtenu le rendez-vous. Mais tu l'as eu à la reprise, en fait. Avant de reprendre, j'ai contacté avant justement. Le tout, c'est qu'ils acceptent. En général, ils acceptent quand c'est un médecin. Ce n'est pas une obligation, cette visite de reprise. C'est une demande justement pour préparer le retour. Cette slide, c'est pour vous expliquer ce que fait un médecin conseil et ce que fait un médecin du travail. Parce que historiquement, à la CPS, il y avait le service médecin. Les patients, ils pensent que des fois, les médecins du travail. C'est deux choses très différentes. Le médecin conseil, il contrôle, il est là pour contrôler les prestations en nature, c'est-à-dire l'ALM, il
quand il y a des demandes d'entente préalable pour des chirurgies, que ces demandes-là, elles sont bien en relation avec les conditions de prise en charge de la réglementation. Pour l'arrêt de travail, on ne va pas statuer sur votre poste de travail. On va voir si vous êtes capable de travailler. À l'inverse du médecin du travail qui, lui, statue sur l'aptitude à votre poste de travail. Et donc là, on change de thème, on passe aux évacuations sanitaires. Donc, en Polynésie, il y a deux types d'évacuations sanitaires. Les intérims, deux îles, hein. C'est pas forcément pas pété d'ailleurs, et les évacuations sanitaires inconditionnelles. Je vais vous lire cette définition, qui est une définition réglementaire. Une évacuation sanitaire intérim, c'est le transport du patient de l'île de résidence vers le lieu de soins le plus proche. Ça, je dis, c'est pas forcément pas pété. Ça peut être, voilà, le soin le plus proche pour que les soins ne sont pas réalisables dans son île. Il a demandé d'aller à l'hôpital, je ne sais pas, il a Bora, il y a un chirurgien à Bora, à Rayatea, donc il va aller faire Bora à Rayatea. CPS, ça prend en charge ce déplacement. Donc, en général, c'est l'initiative d'un médecin, de votre médecin, qui dit ben, non, en fait, il n'y a pas la spécialité pour laquelle je veux t'envoyer avoir un avis. Donc, il prend rendez-vous et après, il fait une demande d'évacuation sanitaire à la CPS. Et quand il a eu l'avis favorable, il va vous bénéficier d'une prise en charge, transport et ou, plus ou moins hébergement. Voilà. Bien sûr, c'est pour les patients vivant dans les îles où il n'y a pas de structure. L'évacuation sanitaire internationale, c'est la même chose quand les soins ne sont pas réalisables en Polynésie française. Donc, la prise en charge concerne le transport, plus ou moins l'hébergement. Et il est possible d'avoir une prise en charge des soins en métropole, pour réserve des ententes préalables, sans EVASAN. Je m'explique. Là, on a dit prestation quand les soins ne sont pas réalisables en Polynésie. Vous voulez vous faire opérer, la compétence existe en Polynésie, donc vous savez que vous ne pourrez pas bénéficier d'une EVASAN, parce que c'est fait sur le territoire, mais vous ne voulez pas être opéré sur le territoire. Vous voulez vous faire opérer en métropole. Donc, vous faites une demande d'entente préalable, dans laquelle vous donnez les dates, on parle de l'hospitalisation, vous dites je veux me faire hospitaliser de telle date à telle date. Il n'y aura pas le transport de l'hébergement, mais vous pourrez vous faire opérer en France, sans vous faire l'avance. Pour les autres soins, vous pourrez aller en métropole, je ne sais pas, avoir une consultation, petite chirurgie, etc. Vous devrez l'avance et la CPS prend le sort. Là, c'est un peu le parcours pour l'évacuation sanitaire internationale. Pareil, c'est par contre, là, c'est un médecin d'un établissement de santé, en général, parce que pour le territoire, ce n'est pas possible. Il fait une demande d'évacuation motivée au service des évacuations. Donc, ça veut dire qu'il doit donner le diagnostic, pourquoi vous partez en état national, pourquoi ce n'est pas causal sur le territoire, à quel endroit vous allez être pris en charge, à quelle date vous allez être admis. Il faut que le dossier soit complet. Le dossier n'est pas complet, forcément, les délais se rallongent parce que l'affaire ping-pong. Donc, le médecin conseil, il examine le dossier, il peut demander à vous voir, et il donne son avis. Et là, est-ce qu'on fait une demande, on va avoir un accord. Toute demande ne préjuge pas l'accord. Donc, s'il y a un accord, la prise en charge, la CPS, elle paye le transport, plus ou moins l'hébergement, et tout le dispositif des soins. L'hospitalisation, les transports. Et elle vous accompagne aussi au cours du parcours. Dans quel cas il peut ne pas y avoir accord? Quand la compétence, elle est sur le terrain. Je suis sentie à la compétence, mais. Et le plus ou moins hébergement, ça veut dire quoi? Alors, le plus ou moins hébergement, ça veut dire que ce n'est pas la CPS qui décide de votre lieu, c'est votre médecin. Déjà.
Donc, la CPS, elle a des hébergeurs conventionnés. Si l'hébergeur n'est pas conventionné, et si vous n'avez pas de famille dans la région où vous allez, si vous avez de la famille, et ben là, il n'y aura pas l'hébergement. Hein. Si vous n'avez pas de famille et que vous serez pris en charge pour l'hébergement, par contre, vous devrez avancer les frais parce qu'il n'y a pas de convention avec l'hébergeur. Et la CPS, elle remboursera sur un tarif bien précis. En général, les demandes qui sont faites à la CPS sont essentiellement par Paris. Donc, il y a des hébergeurs. On vous posera toujours la question de savoir si vous avez de la famille. Et en général, tout ce qui se fait très souvent, hein, c'est pas parole d'évangile, mais 80% des cas, les gens qui vont pas sur Paris, c'est parce qu'ils ont de la famille dans telle ou telle région, donc ils demandent à tel ou tel centre de soins, et c'est sûr que l'hébergement, en général, ils veulent être rapprochés de leur famille parce qu'ils font des pathologies qui sont sévères, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être entouré, on va dans un pays où on ne connaît pas tout le monde des gens, et mieux d'être rapproché de sa famille. Mais du coup, ça veut dire, pardon, qu'il y a une prise en charge de l'hébergement quoi qu'il arrive, mais là où il n'y a pas de convention avec la CPS, les gens doivent faire l'avance et sont remboursés après. Mais il y aura quand même une prise en charge de l'hébergement à partir du moment que les... Si vous demandez un rapprochement familial, forcément, vous devez les hébergeurs sur le tarif. Parce que pour les autres hébergeurs, il y a une convention, donc les tarifs ils ont été négociés par eux. Oui. Et après, j'imagine, c'est sur présentation de facture qu'il y a un remboursement. On informe les gens du plafond quand même. Okay. Donc, ça sera un remboursement sur un plafond. On peut aller dans le 5 étoiles, on remboursera le plafond. Et avec un délai de remboursement pour l'hébergement. Ça, c'est juste pour avoir un ordre d'idée. Est-ce que c'est long? Alors, tout ce qui est, soins hors territoire, que c'est quand même un gros volet, les soins hors territoire, il y a des retards. Il y a des retards. Après, ce n'est pas des retards, c'est qu'il y a un volume de traitement. C'est des retards parce que les gens attendent, j'entends, hein, mais il y a un volume de traitement très important. Parce que contrairement à la métropole, la CPS permet à ces assurés d'aller se soigner partout où ils veulent. En métropole, si ça existe sur le territoire, si vous allez à l'étranger, vous ne serez pas de zéro. Là, la CPS, elle a fait le choix de prendre en charge tous les soins. Alors, bien sûr que vous êtes parti dans le cadre, vous partez par exemple dans le cadre d'une bassin international, donc un accord CPS. Mais vos factures, elles sont envoyées dans le tas d'autres factures. Oui, non, mais c'est plus pour de l'information. Hein, et après, on comprend qu'il y a beaucoup de choses à traiter, mais c'est juste pour dire aux gens, prévoyez, c'est quoi, 3 mois, 6 mois d'être remboursé ouais, à peu près, quoi. D'accord, ok. Après la présentation de la facture, tout ça. Un peu 3 ici. Ok. Ça marche. En général, dans le contexte du cancer, les gens faire la chimio, ils sont pris en charge dans des bassins. La chose n'est pas du tout possible ici. Donc, Oui, non, c'est plus, certes, comme tu disais, certains endroits où, en effet, il n'y a pas forcément de convention pour rapprochement familial et où, voilà, nous, ça nous est arrivé de devoir informer des patients que comme c'était une zone où il n'y avait pas de convention, du coup, il fallait faire l'avance. Et c'est bien de leur dire, le remboursement, il se fera de toute façon, mais sur un, voilà, exactement, mais sur un certain délai. Et j'avais une autre question, pardon, par rapport aux EVASAN internationales. Est-ce que il y a un délai pour la prise en charge du billet retour? Je m'entends. C'est-à-dire que si par exemple on a des soins et que il se trouve que certains soins sont assez espacés, est-ce qu'il peut y avoir des gens qui ont envie de retourner à Tahiti dans l'intervalle? Est-ce que il y a un délai minimum entre ces deux soins où il y a une prise en charge du transport retour ou pas du tout? En général, en tous les cas, l'aller et le retour sont en charge. Si tu reviens de façon retraitée, on ne te paye pas le billet pour aller et revenir. C'est-à-dire que s'il y a un deuxième soin, enfin j'en sais un qui est dans 2 mois, il n'y a pas forcément Les gens, en général,
tout ce qui est problématique cancer, il reste en métropole. Si tu veux refaire un aller-retour, ça risque d'être une charge. C'est que la supplémentaire. Et comme il y a l'hébergement, les patients qui ont des cancers, ils ont aussi ils ont des chimios, quand ils partent en métropole, ils peuvent faire des traitements lourds. Ils n'ont pas le courage de faire un retour 2 mois. On a eu la question, hein, c'est Ouais. pour ça que je la pose. Hein. Il y a une personne qui nous a posé la question s'il y avait possibilité, parce que le deuxième soin ou examen était assez loin. Mais donc c'était pour savoir s'il y avait ces possibilités. Après, on peut toujours se rapprocher de l'agence de la Paris-Est de Paris pour voir si on ne peut pas rapprocher les soins. Et c'est uniquement à ce niveau-là que ça se fait. On a une step sur les contacts importants, c'est-à-dire que suite à cette présentation, il y aura aussi un flyer qui va être dématérialisé, même le dématérialisé actuellement, qui sera envoyé aux Amazones avec notamment toutes ces informations. Donc la CPS, l'accueil de la CPS et le mail info CPS, si vous avez des questions d'ordre général et personnel, pour savoir comment vous adresser. On vous a mis les noms et les numéros de téléphone de 2 associations de patients, donc une qui a une permanence à la CPS, qui a aussi des bureaux à Paris. Là, les bureaux sont essentiellement à Paris. Donc pour les patients qui sont les bassanés, la première, elle propose un accompagnement psychologique et vestimentaire pour les ébassanés. Et la deuxième, pareil, c'est pour les ébassanés, assistance, visite, accompagnement sur le plan psychologique. Et les fournisseurs de prothèses capillaires, la Véronique R qui est conventionnée depuis récemment avec la CPS. On valide les 3 qui sont conventionnés, c'est-à-dire pris en charge. Donc, pour faire une petite conclusion sur le parcours de soins du cancer du sein, à la CPS, on a rencontré beaucoup d'assurés, beaucoup de patients, et on a souhaité prendre contact avec différents partenaires pour essayer de créer un vrai parcours de soins, un parcours de soins identifié pour le cancer du sein. Il faut commencer par un parcours de soins. Donc, on a pris contact avec les partenaires, donc le CHPF, parce qu'il y a des médecins qui sont arrivés au CHPF, notamment un chirurgien plasticien, l'ARAS, qui est représenté aujourd'hui par Hélène, et l'ICPS. Donc, l'objectif de mettre en place ce parcours de soins identifié, c'est de permettre aux patientes en fait, de connaître vraiment toutes les différentes étapes de la prise en charge du cancer du sein et de permettre d'être acteur dans votre prise en charge. Alors, toutes les informations, en fait, vous connaissez bien, mais dans quoi vous engagez. Vous ayez des différentes options thérapeutiques. Après, on va passer aux questions. Les questions d'abord que vous a envoyé Marie-Christine. Et puis après, vous pourrez poser vos questions. L'agence de régulation. Donc, les questions, elles sont sur le carnet rouge, sur l'arrêt de travail, sur les façades, sur la reconstruction de la mer et autres. Autres en lien avec la SOTL, bien sûr. Voilà. Donc, avez-vous rencontré des difficultés à la mise en place du carnet rouge? La réponse de quasi tous, c'est obtention trop longue. Donc, notre réponse, elle est simple. Malheureusement, nous avons un volume de demandes qui est très important, plus de 15 000 demandes par an. Et entre ce volume de demandes important, les protocoles de soins, donc c'est-à-dire la demande faite par votre médecin, parfois est illisible, les dossiers sont incomplets, les protocoles ne sont pas bien remplis. Donc, ça rallonge d'autant le délai parce qu'on demande. Alors, on le fait via le e-service. Votre médecin, il peut
consulter ce e-service en temps et en heure, hein, c'est-à-dire en direct live. On lui fait une demande de renseignement, après il faut qu'il lui retourne sur votre dossier pour regarder la réponse qu'on a faite et quel document on lui demande, qu'il nous renvoie les documents. Tout ça, ça prend un certain temps. Après, on a informé les centres qu'on a rencontrés les Oui, c'est juste une question. Ils ne chipotent pas parce qu'en ce moment, on sait que on essaye de diminuer les carnets. Est-ce que les Amazones sont également un cas précis, mais c'est plus une perte de carnet rouge? On nous a prévenu que lorsque les Amazones étaient en rémission, on leur retirait le carnet. Alors, on ne retire pas et on ne donne pas. Et il faut bien prendre le contexte. Avoir une longue maladie, donc avoir un carnet rouge, en fait, c'est matérialiser la prise en charge par un carnet rouge. Ce carnet rouge, il vous permet de faire les soins pendant que vous êtes malade. La prise en charge, si du cancer, malgré la rémission, elle est de 10 ans. Elle est de 5 ans. Donc, à un moment, quand le renouvellement est refusé, il faut, j'allais dire, le prendre comme une bonne nouvelle, vous êtes guéri de votre cancer. Et bien sûr, il y avait une récidive de cancer, où il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Le médecin, il refait une demande avec le même parcours qu'il y a, vous obtiendrez la prise en charge. Ce n'est pas le carnet rouge, c'est la prise en charge à 100%. Vous continuez à être prise en charge à 70%. Même quand vous n'avez pas le carnet rouge. Donc, voilà. Et vous pouvez le rappeler à votre médecin, le renouvellement de votre carnet rouge, je veux dire. Pour le cancer, le contrôle médical, il traitera rapidement. Il fallait du télétraitement et de développement. C'est-à-dire que les e-service. Non, ils utilisent le e-service. C'est pas le problème d'utiliser. Alors, l'hôpital n'utilise pas le e-service. J'ai les demandes de l'hôpital, elles arrivent par papier, donc il y a un délai bien sûr plus important entre le moment où il arrive, il faut qu'il soit scanné, etc. Parce qu'on travaille sur informatique. Mais même malgré le e-service, on pourrait traiter de façon plus rapide si justement les médecins avaient cette définition en tête de la longue maladie. Affection sévère, chronique. Nous n'aurions pas de demande pour des pathologies coliques néphrétiques, asthme sans traitement. Donc ça diminuerait le volume, je pense, de demande et donc le délai de traitement. Poser la question parce que je pense particulièrement aux aînés. Ah, c'est bien. Ah oui, non, mais je ne pense pas que comme ils font aussi en dématérialisé. Du coup, par rapport aux demandes un peu fantaisistes, j'imagine qu'il y avait une liste précise Elles correspondent à ça. Mais c'est malgré ça. Oui. Ah, d'accord. Il y a un outil à définir. Oui, tout à fait. Il y a un outil. On connaît la liste. Après, on connaît la définition. Si le dossier n'a pas pu être traité pour le 100%, les patientes commencent leur circuit, mais elles doivent faire. Alors, quand il y a des retards, bien sûr, forcément, il va y avoir des avances qui sont faites. Mais nous, quand on met la date, quand on traite, on met la date du diagnostic, la prise en charge à 100%, elle se fait à la date du diagnostic, à la date de l'anatomie pathologique. Bien sûr, si le médecin oublie de faire la demande pendant 1 an ou 2, nous ne pouvons pas rattraper 1 an ou 2 de paiement. Il y a la comptabilité, avec les clients. Si on oublie, on va dire sur 1 mois, on peut faire un retour sur 3. On ne va pas aller. Moi, j'ai une question en tant que médecin demandeur. Alors, c'est vrai que sur le e-service, ce qui est quand même pas pratique, c'est qu'il faut imprimer la feuille, écrire et la rescanner. Donc, je sais qu'en France, en fait, on pouvait déclarer directement en ligne
avec un formulaire en ligne. Donc ça, c'est... Puis en plus, ça permet en plus de mettre un menu déroulant avec les pathologies et d'éviter justement des demandes. C'est un travail qui est en cours, Voilà. mais qui a dû être arrêté parce qu'on nous a demandé de mettre en priorité. Les un arrêts, travail voilà. qui est fait. Mais enfin, en tout cas, enfin, pour, je ne dis pas, hein, chacun a son travail à faire d'amélioration, mais c'est vrai que ce temps très chronophage d'imprimer, d'écrire à la main, de rescanner. Tu n'as pas le protocole de soins, Non, des fois, tu les as pas, parce qu'en fait, oui, mais en fait, des fois, comme on peut les imprimer, on les imprime, mais même si on les a déjà, il faut les rescanner, il faut écrire, donc ça peut Après, prendre du je temps. ne sais pas comment il est le circuit du papier qui arrive à la CPS. Quand ils le font en ligne, c'est vrai que ça arrive chez nous, mais quand ce n'est pas fait en ligne, que c'est fait par un médecin qui nous donne. Non, mais même on est obligé d'imprimer et de faire papier. C'est juste ça, c'est En voilà. fait, c'est la dématérialisation du protocole de soins qui est un projet qui devrait être mis en place dans Et qui faciliterait, je pense, la tâche des médecins aussi pour mieux remplir aussi le papier. On est obligé. Oui. Et tu écris, Oui. la partie manuscrite, bah, comme tu dis, des fois c'est mal écrit ou on met pas. Des fois on se demande où est-ce qu'il faut mettre telle information. Enfin voilà, je pense que tout le monde a envie de faire remplir. Alors, on va continuer. Et juste deuxième question, par rapport à la prise en charge à 100%, donc qui démarre au moment du diagnostic, hein, c'est ça, enfin la date du diagnostic, on a des petits soucis pour des patientes qui du coup ont eu la biopsie, enfin bon, la mammographie dépistage, si on parle du sein par exemple, elle a été faite dans le cadre du dépistage, donc elle est prise en charge à 100%, des fois non, notamment pour les patientes mutées ou des choses comme ça. Et par contre, la biopsie, comme elle est avant le diagnostic, elle n'est pas forcément prise en charge dans le 100%. Alors qu'en métropole, si. Du coup, est-ce que ça, c'est une piste qui a été envisagée ou pas? Avez-vous rencontré des problèmes avec votre arrêt de travail? Donc, on a eu plusieurs réponses. On en a eu 2. La CPS met 15 jours pour saisir, donc 3 semaines de salaire de consécutivité. Gros problème entre l'employeur et la CPS pour le versement des IJ et dû fournir les justificatifs moi-même. Ça, c'est les réponses qu'on a eues. Donc, comme je vous l'ai expliqué, complément après 30 jours, c'est ce qui correspond à l'avance de l'employeur des 30 premiers jours. L'employeur, il doit faire une demande de débourse, c'est-à-dire une demande de remboursement à la CPS pour que la CPS prenne le relais. Et c'est à ce niveau-là, en fait, que ça. Il y a des employeurs qui sont pas au courant, pour les petites entreprises. Il y en a qui n'aiment pas trop les démarches administratives. Il y en a qui n'ont pas envie de le faire. Il y en a qui mettent un an pour les envoyer. C'est sûr que quand on est payé, on a fait une avance jusqu'à 6 mois, il met 1 mois pour l'envoyer, ça va parce qu'il continue à faire l'avance. Il arrête de faire l'avance, enfin, il n'y a plus l'avance et qu'il n'a pas envoyé les papiers. La CPS, elle relance, mais elle relance qu'une fois. Pas de question? J'ai fait les vaccins lors d'autres carrefours. Il y a eu une patiente qui a les vaccins refusés sous le seul prétexte qu'il y avait un spécialiste ici. Désolée, mais voilà, on vous donne la définition des vaccins. Si les compétences existent sur le territoire, il n'y aura pas des vaccins. Par contre, vous pouvez faire une demande de prise en charge de l'hospitalisation, la CPS. Il n'y aura pas de prise en charge de transport. Vous avez le droit de vous faire soigner ailleurs avec sans la prise en charge du billet. Alors là, bizarrement, je pense qu'on a vous fait une reconstruction de mammaire de notre parcours et celles qui ont répondu, toutes ont répondu non. Posez la question, pourquoi? Avez-vous des appréhensions? Avez-vous eu toutes les informations? Là, pour vous, c'est moi qui vous pose la question. Ouais. Par rapport à la reconstruction, j'ai eu comme information qu'il y a un seul référent dans la reconstruction mammaire et qui pratique préférablement un type de reconstruction prothétique, pas forcément adapté à toutes.
Alors, en effet, c'est tout à fait vrai. En fait, il y a qu'un seul qui est conventionné. Donc, il y a actuellement sur le territoire 3 plasticiens. Et c'est vrai que ils invitent les mamans qui ont un cancer du sein d'enlever le deuxième. Parce que souvent, il y a le risque de généralisation. Et si c'est le cas ici, admettons, est-ce que le deuxième sein serait pris en charge? Il n'est pas malade. oui, bien sûr. Mais il faut que Ça s'appelle la symétrisation. Voilà. Oui, c'est pris en charge. Normal d'avoir 2 seins un peu équivalents qui est une harmonie pour la femme. Donc, voilà, les questions sur les autres difficultés rencontrées avec la PPL. Donc, il y a une réponse qui a marqué durée maximale d'1 an maximum pour l'aménagement. 8 ans n'est pas en adéquation avec la maladie. Alors, là, on parle du cancer, des droits en longue maladie. Hein, donc, quand on a un carnet rouge, les droits administratifs pour l'arrêt de travail sont ouverts pour 3 ans si l'arrêt est médicalement justifié. Quand on guérit, on paye. D'accord? Si après, on a 3 ans de temps. 3 ans. Donc, si on reprend, il n'y a pas de durée maximum du mi-temps thérapeutique. Après, l'objectif, c'est que plus on prend du temps à reprendre, et plus c'est compliqué de reprendre. Donc, dans ce type de pathologie, c'est plus simple de reprendre à mi-temps. Il n'y a pas de durée maximum d'1 an. Et si après 1 an, on n'a pas été en capacité de reprendre à temps complet, la question c'est est-ce que mon poste il est bien adapté pour mon état de santé? Et dans tous les cas, à la fin des 3 ans, parce que le mi-temps thérapeutique, c'est un arrêt de travail. Donc, ça inclut dans cette période de 3 ans. Si à la fin des 3 ans, on n'est pas capable, si justement le poste n'est pas adapté. J'ai une question, c'est pas par rapport à l'arrêt de travail, est-ce que je peux la poser, c'est terminé parce qu'on est arrêt de travail? Bah, quand on peut alors. J'ai une question par rapport à l'intelligence. Mais ce sera pour plus tard. Alors, une autre réponse, grande précarité financière, parce que l'assuré, elle est RNS, donc les calculs sont faits pour la période N-1, et donc forcément pas de revenus à cette période-là, ou très peu. Donc, peu de revenus. Il faut savoir quand même qu'il existe à la CPS on appelle le FAS, c'est un fonds d'aide sociale, mais qui est sanitaire. Et après, il y a aussi sur le territoire la DSLUE, à laquelle vous pouvez obtenir d'autres aides que sanitaires. Donc, d'autres questions. J'ai dû rectifier des factures liées à des longues maladies, mais mises à une date antérieure à celle de mon carnet rouge, donc non prise en charge dans le cadre du carnet rouge. Donc, on a parlé tout à l'heure du délai de 3 mois, donc on va revenir 3 mois avant. Mais si la demande n'a pas été faite, il faut, mesdames, que vous regardiez, messieurs, vous regardiez bien vos carnets et la date de fin. 3 mois à la pour faire la demande de renouvellement. Donc, les frais sont pris en charge à la date du résultat d'ANAPAT. Pour le reste, il y a un peu. Voilà. Une réponse pour les indemnités journalières, incohérence d'une rémunération à seulement 75%. C'est la réglementation. C'est un revenu de remplacement, ce n'est pas un salaire, donc ça ne coûtera en dehors de la période du premier mois, ça ne coûtera pas 100% de salaire. Il y a forcément une perte de revenus, en sachant que ce 75% n'est pas dégressif, contrairement à la vie. Une autre question, c'était la durée limitée de 5 ans. Alors que j'ai débuté 1 an et demi après l'obtention de mon carnet rouge, un traitement hormonal de minimum 5 ans. Donc, en fait, 5 ans, il faut qu'il y ait un renouvellement qui soit fait pour continuer la prise en charge 100% du traitement.
C'est trompé de slide. C'est la psy. Ah oui, on a fait, ouais. On vient de le faire. D'autres questions? Oui, par rapport à la délivrance, là, je dois m'absenter pendant 2 mois et donc j'ai des prescriptions. On est parti sur des périodes plutôt longues, donc les prescripteurs prescrivent 6 mois. Et donc, du coup, là, j'ai demandé à faire délivrer les boîtes dont j'aurais besoin, quoi. Et on m'a demandé de m'adresser à la CPS pour que ce soit justifié. On m'a demandé, alors que le médecin avait le sur l'ordonnance, oui. Et là, il a fallu que je présente un billet d'avion. Alors, je l'ai fait, hein, mais j'avoue, j'étais un peu surprise. Enfin, c'est peut-être un peu précieux de ma part, mais je me suis dit, mais la liberté de circuler, elle est où, quoi? Enfin, alors, c'est pas la limitation de liberté de circuler, c'est la réglementation polynésienne qui prévoit que les médicaments ne sont délivrés que pour une période de 1 mois et que pour pouvoir bénéficier d'une dérogation, il faut s'adresser au contrôle médical avec un billet d'avion. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir une autorisation pour 3 mois maximum. C'est posé par loi de pays, donc c'est pas la CPS pour tous les gens. Et ça fait partie de la réglementation et nous, on est soumis à cette réglementation. Donc, tous les gens qui quittent le territoire, que en métropole ou ailleurs, peuvent bénéficier d'une dérogation, ce qu'on appelle une dérogation de médicaments, pour une durée maximum de 3 mois. Et ça, c'est pas forcément non plus évident parce qu'on a plein d'étudiants qui, par exemple, sont au Canada et on a cette problématique qu'on rencontre, mais sachez que c'est posé dans un texte réglementaire qui nous est imposable. c'était pour les secrétaires qui ça existe aussi en métropole. Et alors, nous, on ne demande pas de billet d'avion, mais c'est exactement la même chose. Délivré pour maximum 4 mois. Mais du coup, il y a tout un tas de subtilités comme ça. On ne sait pas. Prendre un peu à l'avance. C'est pas Mais quand on ne sait pas, voilà, mon coup de bol, là, effectivement, je l'ai demandé, j'ai posé la question bien avant mon départ. Mais, et puis, et je remercie l'agent de la CPS qui a été réactif, quoi. Hein, et puis aussi, et puis le contrôle, quoi. Je veux dire, tout le monde a fait vite, quoi. Mais du coup, il y a eu un petit moment de flottement. Oui, même c'est sûr. Plus tard, voilà. C'est vraiment l'objet aussi de la conférence, hein. C'est de nous informer. Le partenariat qui a été commencé avec l'ARAS, avec l'ICPS, l'objectif, c'est que nous, on soit actrices aussi, qu'on soit travaille en co-construction. De toute façon, tu parlais d'un flyer, recenser toutes ces informations. On parle aujourd'hui de formation de patients ressources, de formation de patients, voilà, experts pour pouvoir accompagner d'autres patients. Et dans la formation de ces patients, et ben justement, on va lui donner toutes ces informations. Et ce qui fait que quand tu vas venir accompagner un patient, tu sors de ta consultation avec ton oncologue, tu as vu l'infirmière de coordination, tu rencontres un patient partenaire qui va, lui, avoir un peu plus de temps parce que les professionnels de santé sont occupés, de pouvoir éplucher, regarder, attends, ton carnet, ça a été fait, ta demande a été faite, qui l'a faite, attention, il faut que tu regardes, sensibiliser le patient sur toutes ces problématiques qui sont très, très, très angoissantes. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail de partenariat qui doit être fait. Et, en sachant, par exemple, pour la longue maladie, je peux t'en parler, des fois, on a 4 demandes de 4 médecins différents pour un même patient, et des fois, il y en a 0. 0 pour un seul patient, parce qu'en fait, il y a la loi médecin traitant, alors elle a eu ses défauts, mais elle avait l'objectif de recentrer auprès du médecin traitant et que ce médecin traitant, il soit informé déjà de ce qui se passe. Et de deux, les grosses choses administratives, notamment le protocole de soins, c'est lui qui le fait. Donc, forcément, les demandes, qu'une par patient. Merci d'être venu. Merci. Donc, du coup, ça rentre dans le cadre de nos conférences. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il y a peut-être des questions, des sujets qui vous viennent et des interrogations. C'est l'occasion de nous retransmettre les informations
à notre niveau, au niveau de la CPS et du CPF, et puis de nous de repréparer notre conférence pour pouvoir répondre aux questions. Et puis, c'est des conférences qui ont pour but d'être renouvelées. Alors, il y a des conférences, ça fait 3 fois qu'on fait cette conférence sur l'hormonothérapie. La conférence de la CPS, c'est quelque chose qui va être au programme tous les ans. On aura forcément cette conférence avec un petit peu plus d'infos en fonction pour l'étayer. Et l'objectif, c'était de vulgariser les informations sur la CPS, parce que bien sûr, il y a beaucoup de choses qui disent sur la CPS. Et c'est bien que, voilà, vous preniez conscience quand même que vous avez beaucoup de chance en Polynésie. Donc, c'est un organisme. Bon, ok, je travaille à la CPS, mais venant de métropole et travaillant en assurance maladie en métropole, vous avez vraiment beaucoup de chance d'avoir cette prise en charge par la CPS. Même si vous avez un reste à charge, il est loin d'être le reste à charge pour les assurances.